Tu peux pas, tout seul, arriver à faire tout ce que tu as envie de faire le mieux possible. J'ai accompagné plus de 500 chefs d'entreprise. J'ai formé plus de 150 boîtes. Je m'appelle Ruben Taïeb. J'ai interviewé des grosses restages, genre Anthony Bourbon, Catherine Barba. Sur une formation, je touchais 2000 €, il y avait 500 € de frais. Sachant que moi, je prends un gros salaire à 5 chiffres et puis un jour stop. Et si la vente était la compétence la plus importante au sein d'une entreprise et qu'exceller commercialement pouvait accélérer sa croissance et la rendre incontournable? Je m'appelle Axel Bombezin, je suis le fondateur de Deally, l'agence qui forme et coach les équipes commerciales des PME et des startups. Vous écoutez Deal, le podcast qui met en lumière la vente et qui vient comprendre de quelle manière les entreprises à succès s'y sont prises pour exploser commercialement. Ruben, comment ça va? Bah ça va et toi? Écoute, super bien, je suis très content de te voir. Ben moi aussi. Mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît? Ah bon, normalement, ça devrait plus être chose faite, mais bonjour, je m'appelle Axel Bombezin, je suis le fondateur de Deally, l'agence qui propulse justement les équipes commerciales des PME et des startups. Je vais faire ça comme métier. C'est vrai? Ouais. Mais vas-y, viens. Ouais, je suis grave chaud. Mais toi, tu t'es prends trop des stagiaires chaud. ou pas? On prend bien sûr des stagiaires. Vas-y, Mais tu veux être un nouveau stagiaire? concept Tu veux être d'émission, stagiaire? gros. Je vais être stagiaire dans une boîte pendant... Ah, ce serait incroyable. Il y avait patron incognito, il y a stagiaire incognito, c'est Ruben. Oh T'as aimé ou pas? T'es incroyable. Bah je sais. Ok. On fait ça avec On va Carole faire ça. Gardas? Est-ce que Com nous suit sur ce projet? Yes. Tu me propales. Let's go. Fais-nous un devis. Justement, est-ce que toi, alors là maintenant je sais chose faite, je me suis présenté. Est-ce que tu peux te présenter toi un petit peu en quelques mots? De savoir qui je suis? Ouais. Normalement, tout le monde me connaît. Hein. Ouais, mais pas sur YouTube. Ça fait un Reels ou pas ça? Ça va Normalement, faire- tout le monde me connaît. Hein. Ouais, ça fait un peu prétentieux, mais... Je m'appelle Ruben Taïeb. Je crée du contenu sur LinkedIn depuis 4 ans et demi. J'ai accompagné plus de 500 chefs d'entreprise. J'ai formé plus de 150 boîtes. J'ai envoyé plus d'1,5 million d'invitations au travers D'invitations. des prestats que je vendais. J'ai publié sûrement plus de 1000 posts. Ok. J'ai fait plusieurs dizaines, voire centaines maintenant, millions de vues. J'ai interviewé des grosses restages, genre Marc Simontini, Anthony Bourbon sur scène, Catherine Barba. J'ai co-organisé la Founders Night 2 et 3, notamment celle à la Cigale avec plus de 1000 personnes. Ok. Qu'est-ce que je... Le Call voilà. Club. J'organise tous les vendredis le Call Club. Le Call Club, donc c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on passe des appels en direct et on prend des rendez-vous de personnes qu'on ne connaît pas pour des boîtes qu'on ne connaît quasiment pas. C'est ça. Donc voilà, très amusant. J'adore la vie. Je suis papa d'une Merveilleux. petite fille de bientôt 1 an. Ok. Mari d'une femme extraordinaire, exceptionnelle. C'est bien, c'est comme ça tu collectes des miles. Voilà, quand même, exactement. Tu genre connais. Je lui envoie les... Tu feras un Voilà. Reels pour que je l'envoie. Bien sûr. Ah, c'est fait. nickel. Je te le facture celui-là. C'est normal. C'est elle qui paiera. On est frère. sur un podcast de sales, les gars. Et en fait, j'ai passé ma vie à vendre. Trop bien. Voilà. Justement, c'est le but de notre podcast. Trop aujourd'hui. cool. Allez. Je découvre en Il même temps. découvre en même temps. Pour nous expliquer un petit peu, toi, là aujourd'hui, donc tu nous as fait le portrait de qui tu es. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective? C'est-à-dire, c'est quoi, par exemple, ta première expérience professionnelle? Je Ouais. sais que tu as eu 1000 vies, Ouais. 1000 entreprises. Fais-nous déjà un petit récap, un petit peu de, allez, en quelques mots, du Ruben d'il y a 5-10 ans. 5-10 ans quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans, on était en 2012. Hmm. Trop stylé. Je finis mes études, je suis en terminale Ok. et je passe mon bac avec D'accord. 2 ans de retard parce que j'ai vécu à Newcastle, en Angleterre, à Toulouse, à Paris, donc j'ai eu une enfance assez difficile. J'ai beaucoup bougé et du coup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais j'ai eu mon bac et en 2012, je fais du coup, à la suite de mon bac, des années en fac, mais je réussis pas. D'accord. Je lance une petite entreprise qui s'appelle Bubble Foot. Donc, Ok. t'es dans les grandes bulles en plastique qui te protègent de la tête jusqu'à mi-cuisse. T'as les jambes de libre. Et tu tu peux fais du courir foot. et tu peux faire du foot et tu te défonces. J'ai déjà fait ça une fois, j'ai eu très peur. C'était très stylé, mais problème, les bulles, c'était relou à porter en fait, tu vois. Ouais, ok. Ensuite, j'ai fait une école supérieure de publicité. Je suis resté 1 an. Le mec m'a dit, bon, tu veux monter ta boîte, casse-toi. Je me suis barré. J'ai monté une boîte, donc des anneaux, c'était des accessoires téléphoniques. Et là, j'ai plein d'anecdotes. Grosse galère, ça. Ouais, ça s'est mal fini. Eh Très ouais. mal fini. Suite à ça, j'ai bossé, donc j'ai fait des allers-retours Blablacar Paris-Amsterdam parce que tous mes potes allaient à Amsterdam et je me suis dit, bah, il doit y avoir un marché, tu vois, et ça se remplissait en 2 C'est bizarre, qu'est-ce qu'ils allaient faire à Amsterdam, tes copains? Bah, je pense comme tout le monde, tu vois, visiter, Faire du vélo, faire du vélo, Ok. voilà, et fumer des pètes. On coupera. On coupe. Ensuite, je suis allé chez The Family et j'ai dit, je veux un boulot. Et je suis resté 1 an et demi là-bas. Je faisais The Femme de ménage. D'accord. Voilà, donc je faisais tout ce qui était pliage de chaises. C'était hyper fort. Je portais 3 chaises à Mais droite, c'est 3 vrai, chaises ça à gauche. Ah ouais, totalement. Ok.
En fait, j'étais là quand Harry, qui était le responsable opérationnel, tu vois, qui s'occupait vraiment de l'organisation, etc., était pas là. C'est moi qui étais là en aide opérationnelle pour les événements, pour les dîners, pour les week-ends d'intégration, etc., pour les dîners privés, pour les dîners entrepreneurs, investisseurs, etc. Après The Family, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Treatwell. À la fin des 3 mois chez Treatwell, tu faisais quoi chez eux ? J'étais commercial. Ah, ok. Ouais. B2B ou B2C ? B2B. Donc, je vendais en fait le placement des instituts de beauté, d'ongles, les coiffeurs, etc. sur une plateforme. Donc, je leur vendais en fait la plateforme. Ensuite, je suis resté 7 mois chez moi au fond du trou en train de jouer à WoW. Et ensuite, j'ai fait commercial dans une agence de référencement naturel. D'accord. C'était la pire expérience du monde. Pourquoi ? Parce que le patron était jamais là, parce que les collègues, en fait, il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas de fame. Tu te déplaçais sur le terrain ? Que du call ou visio ? Du call, visio. Et encore, il y avait quelques personnes qui venaient surtout au bureau, mais on se déplaçait pas beaucoup. Okay. Mais c'est là que j'ai commencé LinkedIn. Et en fait, au bout de 6 mois, j'avais déjà 30 000 abonnés. Il t'a fallu 6 mois pour atteindre 30 000 ? Ouais. Ok. Ouais, c'est beau, hein ? J'ai du retard. Ouais, mais il y en a, mec, en 6 mois, ils font beaucoup plus que 30 ans. C'est pas faux. Il y en a aussi qui font beaucoup moins. Ouais. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Donc, suite à ça, en novembre 2019, je me barre et je monte la première structure, Le Cocon, qui est une agence dédiée à LinkedIn, 100% LinkedIn. Et puis, en fait, il y a eu le Covid, ça a accéléré, j'ai recruté du monde. On a fait de l'optimisation de process. Ensuite, on a fait du développement commercial, de l'automatisation. Ensuite, on a fait de l'écriture de post LinkedIn. On a fait de la formation, enfin, plein de trucs. Et vous puis, étiez combien dans le on est monté jusqu'à 7 personnes. Ok. Ouais, entre les stagiaires et les CDI. Et c'était trop pour moi. Ouais. Gérer du monde et tout, c'était pas mon délire. C'est pas mon kiff. Je n'ai pas été formé à ça. J'ai pas une appétence particulière. En plus, c'est pas un métier que j'avais envie de faire pendant encore 15 ans, tu vois. D'accord. Donc, t'as tout coupé ? Ah, tu veux que je te raconte vraiment ce passage ? Ah, ça peut être intéressant quand même. Parce que là, en fait, t'es en train de... Là, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que les entrepreneurs. Et là, en fait, toi, tu nous expliques que la vision là, de ce que tu as, c'est plus une vision soloprenariale, c'est ça ? Ouais. Entouré de partenaires, de personnes, mais... Pas forcément. Je pense que c'est un peu un délit de dire que tu puisses avoir uniquement une vision de soloprenariat ou un choix d'être solopreneur. Ça n'existe pas. Si t'es solopreneur, et toi le premier, au bout d'un moment, t'as besoin de ressources extérieures parce que ton temps il est limité. Ça, c'est clair. Même si tu fais une activité qui ne nécessite pas d'aide extérieure, tu vas être capé au bout d'un moment sur tes compétences, tes performances, ton temps, etc. Et donc, tu vas devoir faire appel, tu peux les appeler comme tu veux, des salariés, des freelances, des partenaires, tu vois, des associés ou autres. Tu peux pas, tout seul, arriver à faire tout ce que tu as envie de faire et le mieux possible. C'est impossible, ça n'existe pas. Et si quelqu'un dit le contraire, c'est un mytho. C'est un menteur. Il n'y a pas le choix. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu veux faire un site internet, apprends à faire un site internet, pas de souci, mais enfin, tu feras pas le plus beau des sites, donc tu vas apprendre chez une agence. Alors après, ce qu'on appelle plus solopreneur, c'est surtout de se dire, je garde ma liberté, je suis tout seul dans mon business. Dans ma structure, voilà, et après, je fais appel à des personnes, prestataires, freelance. Je dépends de personne, si j'ai envie de changer mon freelance, je le change, etc. Mais en vrai, le monde du travail, il est en train de se modifier complètement, et là où des petites structures avaient plein de salariés, aujourd'hui, des petites structures fonctionnent avec plein de freelance ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, dans les agences, quand tu leur demandes concrètement, vous êtes combien ? Ils vont te dire, on est 40. On est 10 dans les bureaux et puis on fait appel à 30 freelance, quoi. Tu vois. Ouais, carrément. C'est vrai que ça fait partie des membres de l'équipe qui sont comptés parce qu'ils sont dans les Slack, ils sont tout ça. Et puis tu les vois en fait au quotidien parce que c'est des freelance, mais bon, ils travaillent avec toi 35 heures semaine, quoi. Exactement. Il nous reste combien de temps là ? Oh, on a encore du temps. Donc, vas-y, Cocon, donc on est en décembre 2021. Ok. C'est là où vraiment je commence à recruter les premiers CDI. C'est quoi les postes que tu recrutes ? C'est des copywriters ? C'est des ouais, il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes qui font du call, et il y a des personnes qui automatisent tous les process qu'on a mis en place avec des outils sur LinkedIn, sur les comptes des clients, qui gèrent les comptes des clients. Des espèces de community managers un peu couteau suisse. Je recrute ces personnes et je leur donne un maximum de 20 à 25 comptes gérés. Donc leur rôle, c'est tout simplement de cibler des personnes sur Sales Navigator, leur créer un message de prospection, les contacter, faire le lien entre les performances du compte, des stats qui vont récupérer des comptes et les clients. Sales Navigator, je fais juste une petite aparté, c'est l'outil de prospection de LinkedIn. Ouais, c'est l'accès à la base de données. C'est l'abonnement premium pour avoir accès à la base de données côté vente, pas côté recrutement. C'est-à-dire que les données qu'on a, c'est vraiment des données de prospection qui permettent d'aller vendre à des personnes comme... Avec les tailles d'entreprise, les chiffres d'affaires, exactement.
le secteur, la zone géographique, enfin bref, le titre de job, etc. Donc on faisait ça et ça marchait plutôt pas mal. Et puis un jour, LinkedIn a genre coupé les volumes d'automatisation qu'il était possible de faire. Ils ont sonné la fin de la récré, quoi. Malheureusement, ça s'est arrêté net. Ok. Là, j'ai eu deux choix. Soit on continuait avec un petit volume en pricant un peu moins cher, ce qu'on a fait pendant un moment, soit on partait sur du mailing. Tu vois, il y a une société qui s'appelle Oliver List qui, eux, envoie du mail en fait en at scale, ou tu peux utiliser l'Emlist d'ailleurs pour pouvoir faire ça. Tu vois, des outils en fait qui permettent d'envoyer des emails un par un, mais en volume et en automatisant ça. C'est différent d'une newsletter marketing où tu appuies sur un bouton et ça envoie un mail à tout le monde. Tu vois. Là, c'est vraiment, ça personnalise comme si c'était un mail que tu recevais de la part de quelqu'un. Et donc, j'avais le choix de transformer ça comme ça, mais en fait, j'avais prévu de me marier, j'avais prévu d'avoir un enfant, donc j'avais pas prévu que recruter des personnes et m'occuper de salariés allait être aussi chronophage, tout simplement avoir plus de pression, tu vois. Ouais, d'accord. Les salariés, tu peux pas les payer en retard. Non. C'est genre illégal, tu vois. Ouais, alors après, oui, si ça la galère, s'il si y a t'as pas du d'argent, mal, s'il y a pas d'argent, ils comprennent. Mais c'est une voilà. grosse pression d'ailleurs. Mais c'est une grosse pression. Ce côté, j'ai X salaire à payer tous les mois, quoi. Et c'est ton objectif. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de ne pas l'atteindre. Ouais, complètement. Alors que si tu prends un commercial, il a le droit de ne pas l'atteindre. Ouais, il a le droit d'être mauvais. Toi, t'as pas le droit d'être mauvais. Tu dois aller chercher de l'oseille. Et donc, si tu vas pas chercher d'oseille, tu payes pas des salariés. Tes salariés partent. Personne ne s'occupe de tes clients. Tes clients partent. Plus d'oseille. Et ça va vite, hein. Vraiment, en une semaine, ça peut être le cas, tu vois. J'allais chercher beaucoup d'argent, mais ça me foutait une pression monstrueuse et je savais ma capacité à développer un métier où je pouvais moins travailler et gagner plus d'argent. Juste pour comprendre, beaucoup d'argent, à l'époque, tu devais aller chercher combien, même en termes de CA mensuel? Ah, en CA mensuel, on était à quasiment 80K minimum, tu vois. Ok, donc tu faisais ton million à l'année, c'est ça? Normalement, tu devais faire le million à l'année. Je ne sais pas, mais mais ouais. Ça marche. Si t'allais pas le chercher, tu payais pas. Donc moi, en fait, je me suis retrouvé à un moment donné où déjà au début, c'était très cool parce que tu vois, t'as une personne qui vient, puis deux, puis trois, puis et en fait très rapidement, t'as le churn, c'est-à-dire le nombre de clients qui partent. Et nous, on avait un churn assez faible au début des missions, mais quand il y a eu la coupure, en fait, tous les clients ont dit, non, mais en fait. Moi, je veux toucher 4000 personnes par mois, pas 400. Du coup, j'ai pas les mêmes résultats. Ouais. Donc, forcément, ils sont tous partis. Et là, je me suis dit, OK, soit je me bouge le cul et je vais les rechercher. Et j'aurais pu le faire. Soit je prends la solution de la facilité et genre, j'arrête d'être con, tu vois, et j'essaye de juste, moi, gagner de l'argent avant de recruter, chose que j'avais pas faite, en me disant, je vais recruter. Pour gagner de l'argent. Enfin, OK. Et donc, au lieu de voir le collaborateur, le salarié comme une solution, je le voyais plus comme un moyen d'aller vers cette solution. Tu vois. Ok, je comprends. Ça ne vient pas régler un problème. Au contraire, ça t'en pose. Moi, j'avais des salariés, ils me disaient j'ai des problèmes avec ma mère, j'ai des problèmes avec mon père, j'ai des problèmes avec ma sœur. Vas-y, c'est bon, quoi. Mais c'est normal, tu vois, d'avoir ça, en fait. C'est des humains, tu vois. Et ce micro arrête pas de bouger, c'est fou quand même. Hein. Peut-être toi qui bouges beaucoup tes mains. Ah, c'est moi qui bouge mes mains, du coup. Donc, t'as switché. J'ai dit à mes salariés un jour, progressivement, il y en a un, je lui ai dit, écoute, on n'a plus d'argent, ciao, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il allait faire? Je lui ai donné une opportunité dans une autre boîte. Ensuite, j'en ai deux qui utilisaient la concurrence. En fait, on était sous-traitants de la concurrence. Okay. On arrivait à mettre des prix hyper bas et on s'occupait des comptes des concurrents. D'accord. Ce qui, nous, d'un point de vue sales, c'était trop bien parce qu'on disait, quand on avait un client, oui, vous êtes allé voir qui? On est allé voir un tel. Ok, c'est nous qui nous occupons de tout. On s'en occupe, quoi. Tu vois. Et ils se disaient, ah ouais. Donc en fait, je suis chez le mec chez qui il faut aller. Ouais. Et puis en fait, je les ai tout simplement poussés vers la sortie en leur donnant l'opportunité d'aller travailler chez les concurrents directs avec qui j'ai vu parce qu'ils avaient besoin de ressources aussi. Donc ça s'est fait. D'autres, j'aurais trouvé des boulots et d'autres, il y en avait qui voulaient partir en Thaïlande, tu vois, pendant 2 ans, sous chômage, tranquille. Et donc j'ai opéré le changement et du jour au lendemain, je me suis dit, je vais arrêter l'automatisation et je vais faire de la formation à l'automatisation, à la création de contenu et à l'optimisation du profil LinkedIn. Ok. Donc j'avais ces 3 modules, j'ai créé les programmes de formation, les supports de formation en une semaine et j'ai commencé à utiliser une solution, donc Oliver List, qui me permettait d'acheter des leads. Donc j'ai dépensé plus de 50 000 euros là-dedans. Combien? Et c'est 50 000 euros, je pense, en un an. Donc c'est pas énorme, tu vois, mais ça fait à peu près 5 000 euros par mois. De toute façon, ce qui est important, c'est combien ça t'a rapporté derrière. Du coup, 5 fois plus, donc c'était très cool. Donc carrément. Et ça, j'ai fait que de la formation. Après la formation, ça va saouler parce qu'en fait, quand tu fais de la formation, sur les 10 personnes que tu formes, il y en a une qui ressort et qui met en place le truc. Ouais, je sais. Les 9 autres, ils s'en foutent. Voilà. Et en plus, les formations B2B, tu vends aux dirigeants ou tu vends aux responsables. Mais c'est pas lui qui va la suivre. Je sais. C'est horrible. Et donc, t'arrives en face de mecs qui savent pas trop ce qu'ils font là, mais on leur a dit d'être là parce qu'ils ont envie et ils s'en foutent. Je suis d'accord. Donc, c'est compliqué. Donc, ça m'a saoulé. Et surtout, le métier était hyper binaire, quoi. Tu avais du lead qui arrivait, tu pitchais, tu relançais, tu vendais, tu faisais la formation et t'avais 4 activités. Point. Toi, à ce moment-là,
Par contre, c'était toi qui vendais. Tout. T'étais l'interlocuteur. Ah, c'était moi l'interlocuteur, c'est moi qui ai relancé, c'est moi qui ai rappelé. J'avais mis un process sur Notion, full automatisé, avec tous les documents. J'avais fait une presse de 40 slides. Ok. J'avais fait le programme détaillé. Je m'étais fait certifier OPCO, donc Calliope. Ok. En fait, pour c'est une pouvoir, certification de l'État pour avoir les budgets des formations des boîtes, parce que chaque boîte a le droit à un budget annuel, totalement gratuit, Ouais, bien sûr. à partir d'un salarié. Du coup, je prenais ces budgets-là et je faisais une formation, ce qui est... c'est un peu le CPF B2B, tu vois. Ouais, C'est totalement. vraiment les salariés, ils ont un budget formation. Bien que le mot CPF soit galvaudé aujourd'hui, ils ont quand même un budget de formation. Et nous, c'était les boîtes qui avaient des Le dirigeant, pareil, l'OPCO, quoi. donc on envoyait des mails et la cible était hyper large. Donc on envoyait au DRH, on envoyait au directeur marketing, directeur commercial et dirigeant. Donc tu vois, on prenait ces 4 postes qu'il y avait dans toutes les boîtes et on leur disait est-ce que ça vous intéresse, oui, non, quoi. Et dès qu'ils répondaient oui par mail, du coup, rendez-vous. Ensuite, on relançait, on envoyait les documents, oui, non, et on relançait. Je relançais par téléphone, je relançais par mail. En gros, il y avait premier rendez-vous. Ensuite, En visio en visio, toujours en Ok. visio, tout en visio. Premier rendez-vous en visio, donc j'envoie un mail, ils prennent rendez-vous sur le lien, ils arrivent en Calendly, visio. donc Calendly. Ok. Calendly, qui est un logiciel pour prendre des rendez-vous directement connectés à notre agenda. Ensuite, ils prenaient rendez-vous, on faisait une petite demi-heure de rendez-vous. On poussait jusqu'à 45 minutes, 1 heure, et moi, je mettais un programme qui me permettait en fait d'avoir 30 minutes toujours après les réunions. D'accord. Tu vois. Donc Comme ça, faisais- ça me permet de pousser un petit peu si c'est un peu plus large. Je leur posais, j'avais 10 questions. D'accord. En gros, est-ce que vous avez déjà suivi une Pour formation comprendre les besoins, comprendre un peu leur situation. Combien de commerciaux? Est-ce que vous utilisez LinkedIn? Est-ce que vous êtes satisfait? Tu vois. Bon, bref, 10 questions que je posais. Je notais les réponses sur Notion dans une fiche, tu vois. Et donc, à partir de là, je leur disais, OK, dans ce cas-là, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Ils me disaient souvent, on va voir ce que vous proposez. On a vu la formation, ça nous intéresse. On est sur le sujet. Ok. Donc là, je déroulais toutes les slides, je me présentais, je présentais la boîte, je présentais l'historique, je présentais ensuite les intérêts à être sur LinkedIn, la formation, ce qu'on allait voir, comment ça allait être organisé, ceux qui l'ont suivi, qui, comment, pourquoi, les résultats, combien de likes, vues vous pouvez attendre, combien de résultats leads vous pouvez attendre, etc. Les coûts associés à la formation parce qu'il y a des outils. Et ensuite, boum, ça partait. Je leur disais, OK, je reviens la semaine prochaine. Donc la semaine d'après, je leur passais un coup de fil. S'ils me répondaient, en fonction de ce qu'ils me répondaient, est-ce que c'est plus loin, tu vois, 3 mois, 6 mois, on attendait 3 à 6 mois. S'ils me répondaient pas, je les rappelais toutes les semaines si j'avais pas de réponse. Donc à la fin de ce call, il n'y avait pas de one shot. Tu Non, closais alors pas. si, il y avait du one shot. il y avait du one shot. Et là, il te faisait plaisir. C'est, je pense, 5% des rendez-vous. Ah, donc c'était très faible. Qui était signé, ouais. Ok. Ouais. Donc assez faible parce qu'en fait, ils doivent voir les dates, ils doivent voir, tu vois, etc. Et donc moi, à la fin, s'ils me disaient OK, on est chaud, je leur envoyais tout de suite un devis à signer, une offre de formation, une convention, les noms des stagiaires, etc. Et puis ensuite, j'avais une assistante que j'avais à côté et elle me permettait en fait de faire tous les documents administratifs. Exactement. Okay. Relance administrative, signature, contrat, OPCO, remplissage de tout ce qui est relatif à la formation, tous les documents légaux, les conventions de formation, etc. Les signatures, tu sais, tu dois faire en fait des signatures, des feuilles de présence à chaque fin de formation, etc. Tout, c'était elle. Ouais. Et je payais, tu vois, une formation, je la vendais entre 2500 et 5000 euros. D'accord. Mais on va dire panier moyen 2500. Je dépensais 250 euros chez Oliver List. Alors 200 euros chez Marion. Donc c'était l'assistante administrative par dossier. Si tu veux, de A à Z, entre le moment où vraiment tu as le premier call et le moment où tu as l'argent sur ton compte, ça te coûte 200 euros. Et chez Oliver List, en gros, on avait un taux de 20%. Donc sur 10 rendez-vous que j'achetais, je les achetais très très peu cher. Je peux pas dire le prix parce que maintenant ils sont genre 4 fois plus chers, tu vois. Okay. En gros, ça me coûtait 500 euros, tu vois. Ok, et puis pour l'avantage, les entreprises qui ne le savent pas, Oliver List, tu payes uniquement au rendez-vous qui est positionné. Voilà. Si tu fais pas le rendez-vous, il est positionné, la personne ne vient pas, il le relance. Et donc je faisais, il y en avait à peu près pour 500 euros au global. Donc, sur une formation, je touchais 2000 euros, il y avait 500 euros de prix. Et ça, c'était très, très cool. Donc, belle marge. Ouais, belle marge. Ouais, après, de la formation, le problème, c'est t'es payé à 6 mois, quoi. Ouais. OPCO, subrogation, client absent, relance lente, tu vois. Concrètement, en moyenne, on était payé à 6 mois. Donc, il faut quand même. Il fallait avoir une trésor assez costaud. Fond de roulement parce que, assez solide, sachant que moi, je prends un gros salaire à 5 chiffres. Tu vois, il fallait que quand même ça tourne. Et puis un jour, stop. Ok. Ça m'a saoulé. Me déplacer. C'était que des formations physiques. Tu vois, il n'y a rien en ligne. Je tournais pas. C'était du physique. C'était que du physique. Ah, ok. Que de la formation physique. Donc, tu étais partout en France sur le terrain. Partout. J'allais à Marseille, j'allais à Toulouse, j'allais à Nantes. Et là, t'étais papa ou pas j'allais encore à Luxembourg et tout. On est en quelle année ? On est en 2022. Donc, non, j'étais pas encore papa. D'ailleurs, après que je sois papa, que j'ai arrêté. Ok, ça a été le déclic ? Ouais.
parce que je me suis dit, je peux pas aller faire des formations partout, tu vois. Bah ouais. Et surtout, je peux pas avoir que des one-shots. Parce que là, en gros, ce business model, il est très bien. Ouais. Mais en août, tu fais rien et en juillet, tu fais rien. Tu vois. T'as de la saisonnalité. Bah ouais, forcément. Et en fin décembre, tu fais rien. Et les vacances de février, tu fais rien. Les vacances de Toussaint, tu fais rien. Et en fait, genre, toute l'année, c'est un calvaire parce qu'il faut positionner les bonnes dates. Ouais. Et souvent, les bonnes dates, c'est les mêmes que les autres. Tu vois. Ouais, Donc, quand bien tu fais de sûr. la formation physique, c'est compliqué. Oui, parce que toi, tu peux pas te décupler. Quoi. Non, bah non. Et un jour, il y a un mec qui m'appelle. Celle-là, elle est incroyable. Je vends une formation à un mec. Il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. David Guetta, je crois. On l'appellera David. Voilà. Et en gros, le mec, je l'ai en premier call en septembre. Il me dit, ah, ça a l'air pas mal votre truc, mais moi, je viens de prendre le poste. Bon, je vais voir avec mes équipes. Ce serait cool si on fait une formation. Ok, pas de souci. Bon, ouais, bah là, je suis à Paris, donc si vous voulez, on se voit, voilà. Et ça, c'était 2 semaines après. Puis, pas de nouvelles, on ne réussit pas à se voir. Ok. 3 mois après, il me rappelle, il me dit, ok, je suis chaud. Comment on fait nan, nan. Et je lui dis, bah écoutez, pas de souci, je vous envoie les documents. Plus de news. Je le rappelle une semaine. Je ghost. Et pendant genre 4-5 mois, en fait, il me ghost à fond, tu vois. Ok. Et au bout de 5 mois, paf, il décroche. Et j'avais pris un numéro Gringover en 01, donc il répond, je lui dis bonjour, alors je suis désolé, c'est moi qui arrête pas de vous harceler, mais le but c'est qu'on puisse avancer, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Et le mec me dit, ok, vous avez été le plus relou sur Terre, et parce que vous avez rien lâché, je suis chaud de vous prendre la formation. Ok. Je dis ok, trop bien, vas-y, c'est parti. Je vous envoie les documents remis à jour et tout. Donc j'ai les documents, et au lieu de lui envoyer, je l'appelle. Et je dis, ok, est-ce que vous êtes toujours chaud? Oui, alors venez, on prend 5 minutes, je vous envoie les documents, vous signez tout en ligne, on et fait ensuite, tout ensemble. voilà. Il me dit, ok, c'est bon, on positionne la formation 2 semaines après. Donc, moi, je prépare la formation, je prépare un peu les slides qui étaient adaptés à la formation. Et en gros, il fait de l'immobilier, tu vois. D'accord. Donc, il fallait travailler sur des profils qui étaient propres à l'immobilier, sur des sujets immobiliers, etc. Donc, c'était très particulier. Il fallait que je prenne quand même un peu de temps pour retravailler cette formation. Et du coup, je me dis, putain, cette formation, elle va être quand même pas mal. Ce serait cool d'aller dans leurs locaux, tu vois. Donc, j'appelle le mec, je dis au final, la formation n'est pas en visio, Ouais. elle est en présentiel. Il me dit, ok, pas de souci. Et bah écoutez, le mieux, c'est que vous alliez à l'aéroport Charles de Gaulle. D'accord. Je dis, ok, donc l'aéroport Charles de Gaulle, et je coupe le son. Et en fait, je capte pas, tu vois. Il y a un truc, je me dis, mais pourquoi il me dit de prendre l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois. Donc, ça doit être à côté, tu vois. Ok. Et le temps passe, tu vois, il y a 1 semaine qui passe, et en fait, j'ai tellement de calls, et j'ai une formation qui a lieu à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois. Ok. Et en fait, je confonds les deux. Donc toi, pour toi, tu confonds. Donc tu penses aller faire la formation dans une Alors, boîte Dans une d'immobilier. boîte d'immobilier à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Ok. Et la veille, je rentre sur un plateau de Bismart TV, tu vois, et il m'appelle, il me dit, ouais, bonjour Ruben, je veux savoir si tout était ok pour demain. Tu vois, ok, pas de souci. Il me dit, vous allez venir comment? Je dis, bah, en voiture. Il me dit, ah, ok, pas de souci, on a un parking. Je lui dis, nickel, vas-y, c'est bon. Et je raccroche. Et là, je bug et je me dis, pourquoi il me dit, vous allez venir comment? Et je le rappelle, et je lui dis, ouais, pour la formation de demain, il était 15h, hein, mec. La formation, elle avait lieu à 9h du matin le lendemain. Ok. Et je lui dis, pour la formation de demain, vous avez bien un parking? Il me dit, ouais. Je lui dis, ok, mais on est d'accord, c'est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et il me dit, bah non, Ruben. J'ai comment ça? Il me dit, bah, c'est à Antibes. Je dis, quoi? Ok. À Antibes? Mais mec, genre, à l'autre bout de la terre, tu C'est vois. pour ça qu'il te propose de prendre l'avion Et à en Charles fait, de c'est Gaulle. pour ça qu'il me disait comment tu viens, etc. Mais moi, j'avais pas capté. Et en fait, sa boîte était située à Paris, mais le siège, et le siège avec tous les consultants, etc., est à Antibes. Ok. Et là, j'appelle ma femme. Je dis, chérie, je suis désolé, t'es au taf. Je dis, mais vas-y, il faut que tu me prêtes des billets pour Antibes. Nan, nan. Et elle me prend des billets au dernier moment et tout. Et 5 minutes après, je le rappelle, je dis, c'est bon, je serai là le lendemain et tout. Et il me dit, ok, super. Ok. Donc, on se voit demain. Le lendemain, j'arrive et j'avais loué une voiture à l'aéroport pour aller jusqu'à Antibes. Donc, on décale un peu l'heure, on dit 11h, tu vois. J'arrive à l'aéroport, j'ai loué une voiture chez Sixt et je donne mon permis et la nana, elle me parle, elle vient des États-Unis, elle me raconte sa vie et tout, c'est super sympa, mais là, je veux juste ma voiture parce que là, il est bientôt 11h, c'est pas à côté. Et la meuf me dit, mais je suis désolé, monsieur, mais vous avez moins d'1 an de permis, vous pouvez pas louer de voiture. Ok. Donc galère jusqu'au bout, quoi. Et galère. Et là, je reçois un appel de David. Il me dit, bon, la formation, on la fait plus à Antibes. On fait genre juste à côté. Ok. Je dis, mais putain, tu peux pas prendre de taxi et tout. J'étais en mode genre, mais comment je vais faire, tu vois? Et au Anecdote de final, dingue.
Et au final, genre, je prends un taxi totalement au hasard qui passait, genre en mode, il était rouge, il vient de déposer. Je lui dis, est-ce que? Il me dit, non, faut que je repasse. Non, s'il vous plaît, genre, juste prenez-moi et tant pis. Donc, il me prend le taxi et il m'amène jusqu'au locaux. Je fais la formation, tout se passe bien et nickel. Mais tu vois, ce genre de truc, franchement, ça m'est pas arrivé souvent. Mais je bougeais beaucoup, je bougeais énormément. Ouais. Et des fois, il y avait des couacs, tu vois. Des moments là, où. un gros couac même, quand même. Où, tu vois, le lendemain, pour le jour même et tout, ouais, ça a été compliqué. Ok. Et donc, aujourd'hui, comment t'es structuré alors? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'es solo. Ouais. C'est toi qui t'occupes de la vente. Ouais. Ok. Comment ça se passe? Alors, Quelqu'un qui veut travailler avec toi, il te contacte comment? aujourd'hui, faut savoir que maintenant, je fais plus de ghostwriting, je fais plus de formation, je fais plus d'automatisation, je fais plus de service. Tu serais pas la resta de l'influence? Si. Bah ouais. J'essaye de transformer ce que je fais en influence totale. Ok. En gros, ce que j'adore faire, c'est passer à la caméra. Un peu comme toi. Eh oui. Très bien ton podcast. J'aime Merci beaucoup ton beaucoup. rôle d'animateur. Et en fait, tu vois, j'aime bien avoir un petit ton sympa, un peu décalé, mais authentique, drôle, accessible, mais en même temps vraiment performant, Yes. tu vois, et qualitatif. Et un peu aussi l'excellence, même si on se prend pas au sérieux. Donc là, j'ai fait quelques formats en vidéo pour aller tester dans des salons, dans des boîtes, faire des présentations, etc. Et là, ça a bien pris. Du coup, c'est moi qui m'occupe de la vente. Et ce que je vends aujourd'hui, c'est des programmes originaux que je construis avec les marques D'accord. pour diffuser tout ça sur mon compte LinkedIn. Ah, c'est toi qui diffuses, donc tu utilises en fait ta notoriété et ton audience, ou justement tu vas les mettre en avant sur ton compte. Exactement. Ok. Donc en fait, mon but, c'est vraiment de devenir influenceur LinkedIn. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, je suis en face de moi la Nabila de LinkedIn. Ouais. Ok. C'est pas mal, ça. Mais c'est trop bien. Ouais. La ref, elle est dégueulasse. Allô. Ouais. Non mais allô. Non mais allô quoi. T'es sur LinkedIn, tu fous le pas Ruben. Oh, pas mal. Je sais pas si le but c'est ça. Je pense que le but c'est d'être le meilleur dans ce que je fais. Et pour ça, il faut que je kiffe. Et il faut que je le fasse longtemps. Et donc, j'ai pas mal changé de business. Et en fait, c'est con, mais je pense qu'en 4 ans et quelques, en plus de 4 ans, ça m'a amené à ce positionnement-là aujourd'hui. Ok. Parce que je pense que c'était pas mature au début. Et que c'est un des meilleurs business models qui me convient le mieux, tu vois. Alors, est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Est-ce que je vais évoluer avec le temps? Très probablement, tu vois. Je suis quand même passé de faire du consulting à l'heure à recruter une personne pour faire du consulting en projet, puis ensuite faire une seule prestat de consulting, puis de la formation, puis du ghostwriting, c'est-à-dire d'écrire des posts LinkedIn à la place des autres, Yes. puis de la campagne d'influence avec plein d'influenceurs à genre juste créer du contenu pour moi, tu vois. Et en fait, j'ai fait tout ce cheminement-là à chaque fois pour voir aussi qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Incroyable parce que ça, tu peux pas l'anticiper en fait. Je pense qu'on t'aurait parlé de ça il y a 3-4 ans. C'est impossible, tu te dis que tu t'en serais là, quoi. Non. Mais on dit souvent que c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Ouais. Donc c'est aussi intéressant. Et que tous les chemins mènent ici. Parce qu'on est, faut le dire, on est dans les locaux de Flomodia et l'Empire. Et il y a genre 1000 events, 1000 captations. Et tout le monde fait appel à eux pour la création de contenu. D'ailleurs, on les remercie pour ce studio. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, grave stylé. On est bien. Tu sais que je connais le rendu. Ouais. Il est ouf. Et que je suis Et là, choqué que. tu connais le rendu, mais pas avec moi. Ah. Et là, il va être. Ouais, bah. Tu Ce serait pas un peu fudge Non, pourtant non. Okay. Mais c'est pas grave. T'aurais dû. Ok, donc là. Créer de contenu à fond. Incroyable. Mais comment les gens ils viennent vers toi? Ah bah via là, LinkedIn via LinkedIn aujourd'hui. Tout via LinkedIn? Tout via LinkedIn. Donc c'est que de l'inbound? Alors. Ou tu fais un peu de prospection? Alors. J'ai un avantage qui est certain sur de l'influence, celle de savoir vendre. Tu vois, moi j'ai commencé la vente, je vendais des trucs que j'achetais sur AliExpress quand j'étais en cours. Tu vois. Okay. Et si tu remontes, je jouais à WoW et genre je vendais des trucs c'est-à-dire que des fois je passais des heures non pas à aller tuer des monstres et à être top 1 mondial. C'est à vendre pour collecter un peu Je collectais des golds et je revendais les golds et ça me faisait 1 500 € par mois quand t'as 15-16 ans, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu cet attrait de j'ai envie de te vendre un truc, tu vois. Okay. Genre, il faut que j'arrive à te convaincre de faire quelque chose. À un moment, quand je faisais les anneaux, les accessoires téléphoniques, oui. J'étais sur un stand. Et donc, j'avais pris un stand avec un mec que j'avais rencontré dans un marché qui m'avait totalement escroqué, qui positionnait ses produits au-dessus des miens. Enfin, débile au possible. Okay. Je suis sur le stand en train de vendre et je vois qu'il y a un mec totalement handicapé. Alors là, tu peux pas le louper. Le mec boite, limite il bave, tu vois, il y a des grosses lunettes, casquettes, t-shirt, tu vois, collier handicapé. C'était marqué sur sa tête, c'était marqué sur son corps. Et il se faisait têche de tous les stands autour de moi.
D'accord. C'est-à-dire qu'il arrivait, il disait bonjour, il parlait un peu comme ça, tu vois. Donc en fait, il se faisait rejeter juste à cause de son handicap. Ouais, juste il disait ouais bonjour, non j'ai pas envie de discuter, bouge, tu vois. Ce qui est pas normal, mais ok. Tu te dis putain c'est pas bien. Et moi c'est pas dans mon ADN. Moi Ok. dans mon ADN, il y a mon WhatsApp sur mon LinkedIn. C'est dans mon ADN d'être accessible, c'est dans mon ADN de ne pas juger. Je pense qu'on pisse tous de la même couleur, on chie tous de la même couleur, notre sang il est tous de la même couleur, donc on est tous égaux et il y a pas un mec qui est plus bête qu'un autre. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui peuvent pas. Mais il n'y en a pas un qui est plus bête qu'un autre et c'est ma façon de voir les choses. Et donc, quand il arrive vers mon stand, bah moi, naturellement, il y avait du monde, mais je prends le temps de discuter avec lui. Et là, il me dit un truc extraordinaire. Il me dit oui, alors, je suis handicapé, je fais partie d'une association, je visite le stand et je veux voir les gars, je veux discuter avec vous. Je dis, bah, si tu veux, discutons. Il dit, ah ouais, bah, ton stand, il est bien, mais pourquoi t'es pas dans le stand, là où il y a tous les vendeurs? Ouais, ok. Si tu parles du stand où il y a le concours Lépine, c'était la foire de Paris. Et il me dit oui. Je dis bah parce que c'était trop cher pour un stand. Il me dit mais tu sais moi j'ai discuté avec tous les gens du stand là-bas et il y a la Chine, la délégation de Chine qui a plein de stands en plein milieu, en cœur du pavillon et en fait ils sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont allés visiter Paris donc je leur ai demandé et ils veulent bien laisser un stand. Incroyable. Et donc moi, là toi et moi tu tiltes je tilte direct et je me dis attends soit il me raconte de la merde tu vois soit c'est méga vrai et genre il y a une bête d'opportunité tu vois. Là t'as quel âge juste? Et là on est en première c'était la première donc on est en 2016. Ok. Donc j'ai 24 ans. D'accord. Et je tilte et là je me dis what? Il y a un stand dans le plus gros pavillon où genre tout le monde va. Et je lui dis ok mais comment t'es sûr qu'ils voudront? Il me dit oui c'est ma copine la nana des Chinois donc tu peux. Je tente le truc, je dis écoute on fait un truc. On y va. Tu me présentes à la nana. Si c'est OK, je te donne un billet. Si c'est pas OK, bah, je reviens là. Il me dit OK. On va là-bas, il me raconte sa vie sur le chemin, il était trop sympa, franchement trop cool. Et j'arrive sur place et la nana qui parlait même pas français, en fait, l'avait pris d'amitié parce que sa fille était aussi handicapée, était assise à côté d'eux, tu vois. Super. Et donc en fait, les deux commencent à parler, donc la personne qui est venue me voir et l'enfant, la fille de la chinoise. Et donc voilà, et moi je discute avec la nana qui parle pas un mot de français, c'est une galère, et elle me dit bah oui en fait tout le monde est parti aujourd'hui pour aller visiter Paris parce qu'on n'est pas là longtemps, donc ce stand est bon. Et donc le stand pour te dire c'était antenne électrique avec brevet, tu vois, donc il y avait une affiche derrière moi. Qui n'a rien à voir avec ce que tu vends. Rien à voir avec ce que je vends. Et je lui dis, je peux m'installer là. Il me dit toi, oui. Pour rappel, tu vends le petit crochet qu'on colle sur un téléphone. Exactement. Pour le garder comme ça bien en main. Exactement. Et donc, je me dis, vas-y, je remonte. Je vais voir le mec sur les marchés qui m'avait pété à tout mon stand et tout. Je prends tous mes produits. J'avais, je sais pas, j'avais 3000 produits, tu vois. Donc, je prends mon diable, je mets toutes les caisses dessus, cartons, je déménage là-bas et j'avais un blazer, tu vois. J'avais une veste noire, un blazer. Et puis, en fait, quelques mois avant, j'avais croisé un mec qui m'avait parlé de ce qu'était un baron, c'est-à-dire un mec qui reste sur ton stand, tu vois, pour attirer les autres. Puis, il m'avait donné des techniques de tu regardes pas les gens dans les yeux, tu regardes les gens, en fait, qui passent. Parce que ceux qui sont déjà là, t'as plus besoin de les regarder dans les yeux, il faut juste captiver leur attention avec des gestes et tout. Et j'avais travaillé pendant toute la foire de Paris une présentation. Donc là, on était au 4e, 5e jour de la foire qui dure 12 jours. J'étais rodé sur la presse, tu vois. Donc je prenais des anneaux, bah voilà, c'est un anneau, vous collez là, c'est colle, ça se décolle autant que vous voulez, tu vois, ça passe sous l'eau, vous le nettoyez, vous le recollez, vous pouvez mettre vos mains comme ça, tac, tac, tac. Je fais la démonstration. Et puis j'arrive, donc je pose mes affaires. Je sors, j'avais un écran avec une vidéo. Cette vidéo, par la suite, aura fait plus de 28 millions de vues sur Facebook. C'est ça qui m'aura fait décoller sur le business. Parce qu'avant d'être sur LinkedIn, t'avais attaqué déjà quand même les réseaux avec Facebook. Ouais, grave. Ouais. Non, tu vois, ça vient pas de nulle ça vient part. Pas de, comme on disait, c'est sur le chemin qu'on trouve le chemin. Voilà. Et donc, du coup, je commence à présenter. Et là, je me dis, attends, il me faut un baron. Ça veut dire, il me faut un mec qui est tout le temps devant pour pas que le stand soit vide, pour pas que j'ai rien à dire. D'accord. Donc, je dis aux deux personnes handicapées, venez, mettez vos chaises devant ou toi, mets-toi debout. Et je vous parle et on fait comme ça. Ils me disent, OK. Donc, je commence à leur parler et là, il y a une personne, deux personnes. Et en fait, je capte que je suis à l'endroit de la foire de Paris où il y a le plus de personnes qui passent. Mais donc là, en fait, tu es en train de te dire que tu vas plus avoir de stock. Mec, genre, le stand, il est blindé. C'est-à-dire que plus personne ne peut passer à droite, derrière ou devant. Il y a trop de monde. Il y a la foule autour. Il y a la foule et moi, je regardais que les gens qui passaient. Donc, les gens s'arrêtaient, tu vois. Et donc, je criais, non. Et à la fin, donc, je fais la première présentation. Il y a la petite vidéo. Donc là, vous voulez voir, voilà. Donc, fin.
la présentation. Maintenant, pour ceux qui en veulent, c'est hyper simple. Vous sortez l'argent, c'est que de l'espèce, je prends pas la carte bleue. Je vais vous donner un petit sac, je vous mets les produits dans le petit sac, je prends l'argent, je referme et on passe au client suivant. Allez, c'est parti. Bonjour madame. Nan. Et là, paf, 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 paf. J'en veux combien? 2, 10. Ok, 10. Quelle couleur? Bam, 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 bam. Et je vends je pense. Donc ça, c'était la première session. Juste après, donc j'ai tout vendu. Je refais une deuxième session, troisième session, quatrième session. Et à un moment, je fais une session. Il y a genre, on arrive en fin de journée. D'accord. Il y a peut-être 15 personnes devant moi, tu vois. Et je capte pendant ma session, pendant que je suis en train de faire la démo, j'ai plus de stock. Incroyable. Mec, j'avais genre, je sais pas, j'avais quoi? J'avais 3000 produits, tu vois, un truc comme ça. Ouais. 2-3000 produits. Donc, tu as fait 3000 ventes en... Et je sentais que ma veste blazer Elle était lourde. Stock, genre. Hmm. Et je dis, bah désolé, en fait, j'ai plus de produits. Je m'arrête de parler. Je vais voir le mec, je lui donne de l'argent. Celui qui t'a fait avoir le stand. Le mec qui m'a avoir le stand. Très honnêtement, je lui donne 500 €. Et là, je me barre, je croise un pote, totalement au hasard, qui me dit, ah, ça va, Ruben, qu'est-ce que tu veux? Je dis, frère, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Je venais de faire, en l'espace de 3 heures, allez, 4 heures, peut-être, une petite demi-journée, quand même, 12 000 balles. Incroyable. Et mes poches étaient pleines d'oseille. C'est-à-dire que tu avais des billets à l'intérieur, débordés, à l'extérieur, sur les deux poches, sur les poches. C'était genre un délire. Et bah, le lendemain, il a fallu recommencer. Et donc, en fait, je suis retourné sur le stand de Chinois. Et pendant toute la durée de la foire de Paris, j'ai fait que le stand de Chinois qui, en fait, sont jamais revenus de la visite à Paris. Je pense qu'ils sont restés là-bas. Ils se sont dit, et toi, tu en as profité un maximum. Et moi, j'en ai profité un maximum. Comme quoi, c'est vraiment dans mon ADN, mais je pense que les opportunités viennent de partout. Ouais. Il faut savoir les saisir, en fait. Et il faut pas juger en plus. Ouais, bien sûr. Il faut toujours rester hyper sympa avec tout le monde. Il faut rester cordial. Faut pas juger. Je pense que toute personne est intéressante. Et la vente, c'est ça. C'est avant tout de l'amour pour moi, tu vois. Et apprendre à découvrir l'autre, en fait. C'est de l'empathie, c'est de la découverte de l'autre, de soi aussi, parce qu'en vendant, tu te rends compte aussi de tes forces et tes faiblesses. Moi, j'ai un gros problème, c'est de pas être capitaliste. Genre, j'ai du mal à vendre, tu vois, et à dire, bah non, en fait, t'achètes ou tu te casses. Non, j'ai besoin de garder ce lien. Genre, si je te vends un truc, je vais préférer être pote avec toi que tu crées de l'affection, quoi. Bah ouais. Ouais, ok. Et il y a plein de mecs à qui j'ai vendu, en fait, je les vois plus de ma vie. Enfin, je les vois plus aujourd'hui. Ouais, en fait, bien sûr. La vérité, c'est qu'on s'en fout de la personne que t'as en face de toi sur les accords, etc. C'est-à-dire que la personne que t'as en face de toi, de toute manière, il y a beaucoup de chances que tu la revois plus jamais de ta vie. Ouais. Donc là, tu es là pour un objectif, elle est là aussi pour un objectif. Toi, c'est celui de vendre et pas de te faire des potes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était celui de me faire des potes. Et en fait, je comprends aujourd'hui que si j'avais pensé à vendre, je me serais fait aussi des potes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'aurais surtout fait beaucoup plus de CA sur ça. Puis après les anneaux, bah, c'est devenu ce que c'est devenu ce que c'est devenu. Mais du coup, tu vois, toute cette expérience de vente, je l'ai. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inbound qui tombent par LinkedIn, mais c'est pas les meilleurs leads. D'ailleurs... Ils correspondent peut-être plus, c'est peut-être pas tout à fait la même cible en fait. Non, mais c'est rare que ça corresponde à 100%. Tu sais, le problème de l'inbound, c'est que tu choisis pas tes clients. Oui, clairement. Alors que l'outbound, oui, parce que tu vas choisir un tel. Moi, je vais faire une campagne. Par exemple, j'ai appelé une association qui s'appelle Coexister. Et l'association, je leur ai dit, bah voilà, j'ai un putain de concept. On va tous avoir une pancarte, tu vois, coexister. On va prendre un juif, un musulman, un bouddhiste, un comme chrétien, etc. Comme le film. Et on va faire une photo pour LinkedIn et on va promouvoir ça pour votre campagne de dons, tu vois. Okay. Bah ça, ils sont pas venus vers moi, c'est moi qui suis venu vers eux. Okay. Je sors des formats d'agence, etc. En vrai, les plus beaux contrats, c'est quand même moi qui suis allé les chercher. La bonne personne, le bon call, le bon moment, tu vois, le bon pitch, le bon produit. Là, pour comprendre, on arrive à la fin, juste. Là, donc, campagne d'influence. Ouais. T'es tout seul aujourd'hui ouais. pour aller vraiment conquérir ce marché, si je peux ouais. dire, qui me semble plutôt porteur. On en a déjà discuté longuement là-dessus. Tu vas t'entourer, tu vas faire une armada de sales ou pas? Alors, pour la partie sales, c'est très probable que le sales arrive genre courant de ce mois-ci. D'accord. Il me faut un closer. Okay. Parce qu'en fait, je reçois énormément de demandes de sponsoring. La majeure problématique de ça, c'est que tu es obligé de faire un crash test. Donc en fait, ce que je fais, c'est comme crash test, c'est que moi, je prends les campagnes de sponsoring, on essaye de les penser du mieux possible, on essaye de tester les différents formats et quand on trouve un truc qui marche plutôt bien, là on peut se dire ok, on va le dupliquer sur d'autres médias, donc sur d'autres influenceurs ou créateurs de contenu LinkedIn. Une fois qu'on a ces créateurs qui eux aussi sont arrivés à maturité, c'est-à-dire par rapport à leur nombre d'abonnés, taux d'engagement, etc., et du coup je peux aussi les intégrer dans les campagnes. Mais le but là,
principalement, c'est de vendre ces campagnes pour que moi, je sois blindé dans un premier temps Ok. et qu'ensuite, je passe directement à... Développer en fait le réseau de créateurs. Exactement. Ok. Pourquoi je fais ça? Parce que d'abord, c'est beaucoup plus rémunérateur dans un premier temps, mais surtout, je crash teste en fait tout ce qu'il est possible de faire. Et moi, ça me permet de faire du gros CA pour justement, dans pas très longtemps, là, dans moins de 2 semaines en vrai, de recruter un sales qui lui va prendre les premières demandes. Top. Et qui va présenter les premiers crash tests qu'on aura fait. En Ok. fait, tous les concepts qu'on a lancés, tu vois. Et en fait, plus t'as de concepts, plus t'as quelque chose. En fait, c'est ton book, tu vois. Complètement. C'est tes prestations. Ouais, peux acheter t'as de un l'influence. portfolio, quoi. C'est ça. Parce que les gens, ils viennent te voir avec de l'influence. Ils disent, moi, je veux de l'influence. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Donc, Et tu là, montres c'est des la exemples. créa. Faut montrer Des soit des... exemples. Voilà, c'est ça. Et je suppose qu'ils veulent aussi des stats. Et ils veulent des stats, etc. C'est bien beau normal. tout ça, mais ça a touché combien de personnes? Ça a permis de Exactement. générer combien? Exactement. Même si tu sais que tu peux pas forcément le reproduire en fonction de la cible de l'entreprise. C'est ok, mais ils veulent des stats, quoi. Ouais, totalement. Est-ce qu'ils veulent, tu vois, du développement commercial, du recrutement, de la notoriété ou du réseau? Ouais. Et en fonction de ça, est-ce qu'ils veulent un ou plusieurs influenceurs? Combien ils veulent mettre dedans? Tu vois, c'est tout ça qu'on va penser. Et surtout, voir quelle typologie de campagne on peut lancer. Et ça, malheureusement, si t'as pas les exemples, c'est pas si t'as pas le sales, c'est si t'as pas les exemples. Et donc, je sais que je suis très très fort sur la vente, mais je suis aussi très fort sur la partie créativité. Ok. Et en fait, c'est là où ça pêche, c'est que aujourd'hui, il faut vraiment créer ton concept. Donc, tu peux reprendre des concepts qui existent. Nous, on a repris Serge Le Mytho avec Sales the Ouais, j'ai Mytho, vu. tu vois. On reprend plusieurs formats comme ça. Là, je te parlais, on va manger dans des restaurants, on Ouais. cuisine chez vous, ou au contraire, on va aller cuisiner dans des boîtes, tu vois, pour reprendre, Ouais, ou on va aller je visiter des boîtes, tu vois. On va reprendre un peu des concepts de vidéos TikTok parce que le temps d'attention est très faible. Mais comment j'ai su que le temps d'attention était très faible? Comment est-ce que j'ai su que la vidéo marchait mieux? En fait, c'est juste du test que tu C'est fais un sur. test, Voilà. Donc, comme d'hab, sur chacun des process, c'est moi qui vais tester. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes. J'ai vraiment beaucoup de demandes qui tombent. La problématique, c'est que les boîtes sont pas hyper sexy. Ok. L'influence, c'est quand même particulier parce que si ta boîte, elle est pas assez sexy ou le message est pas fort ou le pourquoi est pas, tu vois. Si tu cites par exemple les agences, putain, ton agence, mec, tu sais, ça peut être une petite agence de 2 personnes, Ouais, tu complètement, vois. comme une agence de 25, quoi. Comme une agence de Ou 500, de tu vois, 500, ouais. 5000 même. Mais donc, c'est compliqué d'aller chercher le bon résultat et le bon positionnement pour une agence qui est un peu moins sexy qu'une autre. Ouais, je Donc, comprends. comment tu vas les intégrer? Là, moi, j'ai créé une émission. En gros, c'est la note de Ruru. La note de Ruru, c'est qu'on va aller noter des agences. Donc, on va aller interviewer une dizaine de leurs clients. On va leur demander c'est quoi les résultats, c'est quoi la campagne, c'est quoi les créas, comment ils ont noté la créativité, tu vois, la gestion de projet, Ok. la réactivité, etc. Et ensuite, on va faire une note globale et on va leur remettre un espèce d'énorme pancarte en disant, voilà, c'est ça ta note, objet de déco dans ton agence et kiff, tu vois. Et donc, ça, ce format, c'est pareil. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de tester, c'est déjà, est-ce que ce format va marcher? Et 2, ensuite, comment est-ce que tu sponsorises? Est-ce que c'est une marque qui vient chapeauter ce projet-là, mais qui a rien à faire dedans et on les cite pas tant que ça, un peu, mais pas tant que ça? Ou alors, est-ce qu'on met en valeur la société? Tu vois? Ouais, je vois. Et donc, en fait, le sponsoring, est-ce que tu chapeautes un concept ou est-ce que tu crées un concept pour la société? Ouais, très intéressant. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des one-shots. Tu vois, t'as vu ce qu'on fait sur LinkedIn. Ouais. Aujourd'hui, on parle de la boîte. Regardez, c'est super, cliquez ici. Mhm. Mais en fait, c'est pas ce que les gens veulent voir. Les gens veulent voir du Du contenu. concept. Donc, ils veulent des concepts, ils veulent de... C'est ça. Donc, moi, je suis vachement en train de tester, itérer. Donc là, j'ai plein de vidéos, j'ai plein de concepts qui arrivent. Donc, l'idée, c'est d'abord d'aller tester ce marché, perso, créer du contenu, gagner en nombre d'abonnés, en légitimité, en crédibilité. Et ensuite, soit commencer à inviter les créateurs dans cet univers-là, soit d'aller chercher avec les marques d'autres créateurs. Donc, on a aussi un énorme projet qui s'appelle le LinkedIn SC Sporting Club. On va inviter plein d'influenceurs LinkedIn, créateurs LinkedIn. Ouais, Pour d'ailleurs, faire il me un semble que énorme, je connais 2 autres personnes également qui font partie de ce projet et j'ai hâte de le voir. Ça va de être le très voir cool. arriver. Donc, tu vois, on a quelques trucs, mais je pense que 2023-2024, ça va être l'apogée de l'influence sur LinkedIn parce qu'en fait, l'écart entre un dirigeant aujourd'hui, on va dire classique, qui a 2, 3, 4, 5 000 abonnés et l'influenceur qui en a 80 000, en fait, tu vois, avant, tu disais, il a 15 000 abonnés, je veux devenir Andrea Ben Saïd, pour citer que lui. Maintenant, il a 100 000 abonnés, tu vois, c'est compliqué. T'as Ouais. 100 000 abonnés, je peux pas te faire avoir 100 000 abonnés. Et le but, c'est même pas de te transformer en influenceur Non. d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'est ça. Il va me falloir un sales, mais si t'as pas toutes les cartes en main de la compréhension du marché, de la compréhension de la vente, du produit que tu vends, de ce qu'il est possible de faire, tu sais, le commercial a souvent tendance et le vendeur à se brider un peu sur la direction qu'il peut prendre et jusqu'où il peut aller. Parce qu'il veut pas survendre la chose. Bah ouais.
Moi, c'est un peu un conseil que je donne systématiquement aux entrepreneurs, c'est que pour moi, t'as un peu une barrière psychologique qu'il faut essayer de déconstruire au maximum, qui est celle du prix. J'ai rencontré beaucoup de personnes, on en a parlé la dernière fois, on parlait de CA, on parlait de REM, des personnes qui font moins de 2 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, quand tu regardes comment ils vendent, ils te disent je suis à 250 € de l'heure. Sauf que ils sont pas à 250 € de l'heure, ils sont à 16,50 € parce qu'en fait ils ont vendu un truc qui leur a pris 3 semaines. Totalement. Alors que ils ont pas 2 jours. Bien bordé le truc en amont et ils sont complètement laissés. Exactement. Et donc en fait la vraie barrière c'est de te dire ok, combien de temps je vais passer sur tout ce projet, combien de temps ça dure, combien je vends mon heure, et en fait j'applique l'horaire. Et des fois tu arrives à des prix qui sont totalement lunaire, tu vois. Ouais. Et alors là, soit tu restes sur ça et t'essayes d'en vendre un maximum, mais c'est super dur. Ouais. Soit en effet, tu baisses un peu le prix pour commencer à en vendre plein. Moi, tu vois, aujourd'hui, je fais 5 000 € l'espace publicitaire sur 30 vidéos, 30 jours. Ok, d'accord. Donc ça fait 166 € la vidéo. Bah, c'est rien comparé à une pub où je priceais 1 500 €, ouais, tu vois, ça. Sur un post LinkedIn. C'est ça. Donc moi, j'ai baissé drastiquement pour me dire, ok, je vais aller chercher de nouveaux clients. Et l'entrepreneur, il a souvent ce blocage de se dire ok, comment on fait pour pricer haut, etc., tu vois. Et en fait, juste pour pricer haut, il faut juste pricer haut. Il y a juste ça. On reste là-dessus. L'épisode touche à sa fin. La phrase que je pose à tout le monde et laquelle j'aimerais t'entendre, c'est le podcast s'appelle Deal, l'art de la vente. Ouais. C'est quoi pour toi un deal? Oh, c'est quoi un deal pour moi? C'est comme un câlin. C'est comme pour moi la vente c'est de l'amour. Un deal c'est le premier baiser que tu fais à ta future femme, tu vois. Ultra intéressant. Genre, pour moi, c'est le même. Moi, j'ai le même sentiment. C'est la toute première fois que tu crées une relation. C'est le premier truc que tu mets. Go. Genre, c'est vraiment le go. Et de ce go, putain, mais mec, genre, il y a des gens, je les connais depuis genre 20 ans grâce à ça, tu vois. Et j'ai 30. Non, 10 ans, du coup. 20, j'ai 30 ans. Ouais, calmons-nous. Hein? Mais tu vois, il y a des gens que je connais depuis 10 ans. Parce qu'un jour, ils ont juste dit go. Magnifique. Ou parce que j'ai dit go. Mais c'est vraiment ce petit... Donc pour moi, la vente, c'est de l'amour. Et le deal, c'est le premier baiser. On reste là-dessus. C'était magnifique. Allez Ruben, trop content de t'avoir reçu. Bah, merci à toi, c'est trop cool. Où est-ce qu'on te retrouve? Principalement LinkedIn? Sur LinkedIn, Ruben Tayeb. Ruben Tayeb. Et toi? Merci. Pareil. Sur LinkedIn? Ouais, Axel Bonbesin. Et il n'y a pas YouTube? Il y a YouTube, bien sûr. Et il y a les plateformes de podcast, Apple Podcast et Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cet épisode, et je suis sûr que vous avez aimé, vous vous abonnez et vous lâchez 5 étoiles. Ça fera plaisir. Lâchez surtout 5 étoiles. C'est très important avec un commentaire. Avec un commentaire. Vous pourrez le modifier par la suite, mais mettez-le, c'est très important. Merci Ruben. À très bientôt. Ciao mon pote. Salut!